10 civils ont été tués mardi soir dans une attaque attribuée à la milice ougandaise des Forces démocratiques alliées, ADF. C'était à 60 km au nord de Beni, dans l'est de la RD Congo. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel étaient en réunion ce mardi. Une session du Conseil des ministres qui s'est tenue dans un contexte de recrudescence des attaques. Le procès d'un ancien haut fonctionnaire rwandais accusé d'avoir pris part au génocide dans son pays en 1994 s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de Bruxelles. Un procès en présence de proches de victimes. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. 10 civils ont été tués mardi soir dans une attaque attribuée à la milice d'origine ougandaise des Forces démocratiques alliées. ADF, c'était à 60 km au nord de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi des sources locales. Les ADF ont fait incursion vers 20h dans la localité de Kokola. Ils ont tué 10 civils, certains par armes blanches et d'autres par armes à feu, a déclaré Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni. L'armée régulière avait annoncé la semaine dernière des opérations d'envergure dans la région de Beni, théâtre de massacres de civils depuis 5 ans et d'une épidémie d'Ebola déclarée le 1er août 2018. Les ADF sont coincés par le feu de l'armée congolaise. C'est ainsi qu'ils cherchent à semer la terreur au sein de la population, a déclaré un porte-parole de l'armée dans la région, le major Marc Azuke. Nous continuons notre travail. Cependant, nous déplorons ce qui est arrivé à nos compatriotes à Kokola, a-t-il ajouté, en refusant de se prononcer sur le bilan humain de l'attaque des miliciens. 2 responsables de la société civile ont regretté que les opérations militaires se concentrent autour de la ville de Beni, qui attribue aussi une base à la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, alors que les agglomérations du territoire sont beaucoup plus visées par les ADF. Nous saluons le lancement des opérations militaires, mais nous demandons que cela se fasse sur 3 axes, centre, sud et nord, ont-ils ajouté. Historiquement, des rebelles ougandais qui luttent contre le président Yoweri Museveni, les ADF se sont repliés dans l'ex de la RDC dans les années 90. Gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, le mouvement de protestation s'amplifie. Ce mardi, les enseignants des écoles conventionnées catholiques de Lubumbashi étaient sur leur lieu de travail, mais n'ont pas dispensé les cours aux élèves. Plus de précisions à travers cet élément. Depuis la mise en application du programme du gouvernement central sur la gratuité de l'enseignement de base, les mouvements de protestation se multiplient en République démocratique du Congo. Dans l'ex-Katanga, de plus en plus d'enseignants des écoles publiques sont en grève, et notamment dans les écoles conventionnées par les églises. Ce mardi, les enseignants des écoles conventionnées catholiques de Lubumbashi étaient sur leur lieu de travail, mais n'ont pas dispensé les cours aux élèves. Le syndicat national des enseignants des écoles catholiques explique que cet arrêt de travail est un acte de solidarité envers leurs collègues employés par l'État, mais jamais payés. Ces enseignants ne recevaient de salaire que des parents, un principe aboli par le chef de l'État depuis septembre. 105 000 enseignants sans salaire. Au niveau national, le syndicat des enseignants du Congo estime qu'il existerait 105 000 enseignants sans salaire dans tout le pays. Le gouvernement promet de lancer une opération d'identification d'ici au 15 novembre, un préalable avant d'envisager de leur payer un salaire. Mais ce n'est pas le seul motif de grève dans l'ex-Katanga. Le mouvement de protestation touche d'autres territoires en milieu rural. Dans certaines écoles, les enseignants protestent contre la différence de traitement entre ville et campagne. Tous ont perdu la prime des parents. Mais à Kinshasa ou à Lubumbashi, en guise de compensation, un enseignant touche $124 de plus. En milieu rural, ce n'est que $24. Toutefois, la présidente du syndicat des enseignants du Congo, Cécile Chiyombo, assure qu'elle travaille avec le gouvernement afin d'obtenir un rééquilibre.
Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel étaient en réunion ce mardi. Cette 6e session du Conseil des ministres s'est tenue dans un contexte de recrudescence des attaques contre les forces armées burkinabées et maliennes. La 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel se tient au moment où les États membres du G5 Sahel restent toujours confrontés à de nouveaux défis sécuritaires liés notamment à l'activité de groupes armés terroristes, à la criminalité transnationale organisée et au trafic de tout genre. Cette session a offert l'opportunité d'examiner l'état d'avancement des différents domaines de développement et de sécurité couverts par le G5 Sahel et de formuler les orientations nécessaires pour une meilleure appropriation des différents dossiers. Dans les semaines à venir, un redéploiement des bataillons sur les différents fuseaux va s'effectuer afin de rendre plus performante la force conjointe. Mais en attendant, les pays membres comptent multiplier les rencontres pour la recherche de nouveaux partenaires, les pays du G5 Sahel souhaitant traiter directement avec le monde arabe sans intermédiaire. La Chine monte en puissance. Les Turcs sont présents avec une contribution de 5 millions de dollars en équipement. Un sommet est prévu en Arabie Saoudite pour approfondir le contact avec le monde arabe, selon Maman Sambo Silikou, secrétaire permanent du G5 Sahel. Quant à la participation de la Russie, les discussions sont toujours en cours. Sur le plan militaire, le nouveau commandant a proposé une mise en commun des forces aériennes de tous les pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un redéploiement du bataillon tchadien est à l'étude. Ce bataillon viendra renforcer le fuseau centre, c'est-à-dire la zone des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina. Le Conseil a déjà accepté cette proposition. Il ne reste que sa validation par les chefs d'État. Et puis après le Tchad et le Burkina Faso, la ministre française des Armées, Florence Parly, a rencontré mardi le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à Bamako. Occasion pour elle de réaffirmer la volonté de Paris de renforcer le soutien aux forces maliennes dans le difficile combat contre les djihadistes, et ce grâce à ses alliés européens. En tournée depuis lundi au Sahel, en proie à la propagation des violences djihadistes, la ministre française des Armées, Florence Parly, est arrivée dans la soirée de lundi à Bamako, dans un contexte assombri par la mort de 49 soldats maliens et 2 soldats français le week-end dernier. Lors de cette visite, elle a fait part au président malien des condoléances, mais aussi de la détermination française à fédérer les forces européennes en soutien au Mali. S'exprimant devant quelques journalistes après avoir été reçue ce mardi par le président malien, elle a reconnu que la situation sécuritaire dans ce pays était difficile. Que rien ne serait pire que de donner raison aux terroristes en baissant la garde au moment où des événements aussi dramatiques que ceux que vous rappelez se produisent. Donc il faut pouvoir poursuivre, mais pour cela il y a des conditions de succès. Et c'est sur ces conditions de succès que nous avons eu un échange approfondi avec le président Keïta, car c'est le moment de réunir, de mettre toutes les chances de notre côté pour gagner ce combat. Florence Parly a également annoncé le coup d'envoi d'une opération de la force Barkhane dans la zone des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. C'est une opération qui est organisée et qui sera sous le commandement de Barkhane, mais qui va associer des forces maliennes d'un côté, burkinabées de l'autre. Et c'est un très grand effort qui est donc ainsi consenti tant par le Mali que par le Burkina Faso, que d'avoir mobilisé des soldats en nombre pour participer à cette opération. La vulnérabilité de l'armée malienne est encore apparue vendredi quand 49 de ses soldats ont été tués dans une attaque revendiquée par l'organisation État islamique près du Niger. Ce sont les pertes les plus lourdes essuyées par l'armée malienne depuis des années. Un mois plus tôt, 40 soldats avaient déjà trouvé la mort dans une double attaque djihadiste près de la frontière du Burkina Faso. Paul Kagame, le président rwandais, a remanié son gouvernement. Il a également effectué des changements au sein de l'armée. Plus de précision à travers cet élément. Le président rwandais Paul Kagame a procédé ce lundi à un important remaniement de son gouvernement avec la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères,
et de la hiérarchie militaire aux différents niveaux des forces de défense et de sécurité. Promu général 4 étoiles, le général de division Jean Bosco Kazura a été nommé chef d'état-major de l'armée rwandaise. Il succède ainsi au général Patrick Nyamfumba, nommé ministre de la Sécurité intérieure. Avant cette nomination, le ministère de la Sécurité intérieure relevait du ministère de la Justice. Un ancien ministre de l'Environnement, Vincent Biruta, a lui été désigné au poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il remplace le docteur Richard Sezibera, un médecin militaire à la retraite et ancien général de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Avec 14 femmes ministres dans une équipe de 27 membres, le nouveau gouvernement rwandais compte désormais 52% de femmes. Et puis le procès d'un ancien haut fonctionnaire rwandais accusé d'avoir pris part au génocide dans son pays en 1994 s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de Bruxelles. Un procès en présence de proches de victimes qui attendent depuis 25 ans d'obtenir justice. Images et sons. Vêtu d'un imperméable clair, Fabien Néressé, 71 ans, est arrivé au palais de justice en début d'après-midi, marchant difficilement en s'appuyant sur une béquille. Interpellé en France en 2011, il comparaît libre à ce procès où il encourt la prison à vie. Il est accusé de 13 meurtres et de 3 tentatives de meurtre au Rwanda d'avril à juillet 1994. Des faits qu'il nie. Je me sens bien. Je suis prêt. Oui, je suis innocent. Et pourquoi? Parce que je le suis. Chose inédite en Belgique, Fabien Néressé doit répondre de crimes de génocide, une qualification non retenue lors des 4 procès de génocidaires rwandais qui se sont tenus à Bruxelles en 2001, 2005, 2007 et 2009. Des peines allant de 10 à 30 ans de prison avaient alors été prononcées. La question aujourd'hui est de savoir si ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, et c'est d'ailleurs aussi une partie de ce qu'on lui reproche, est suffisant pour pouvoir établir un crime de génocide qui est pour la première fois en Belgique poursuivi. Ça n'a jamais été le cas auparavant. Dans ce 5e procès en Belgique lié au génocide rwandais, une victime civile belge est recensée dont la sœur s'est portée partie civile en 2001. Il faut qu'il y ait encore toujours justice, qu'on rende hommage à ceux qui sont morts, que ceux qui ont conçu, qui ont organisé, qui ont exécuté ce génocide soient punis. Et si ce n'est pas ici, c'est où? Le génocide au Rwanda a coûté la vie entre avril et juillet 1994 à au moins 800 000 personnes selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi, mais aussi parmi les Hutus modérés. Et c'est sur ce procès que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de rester fidèle au programme de SICA. À bientôt.